Un phoque commun, c'est une petite tête de chien, c'est charismatique. Les gens ont la même réaction qu'avec un chien, même parfois avec un chien qu'ils connaissent pas, c'est d'aller essayer de flatter le phoque, d'aller essayer d'interagir avec le phoque, de faire en sorte d'attirer le phoque. Puis un phoque, c'est curieux puis très habile dans l'eau. Ça va faire des pirouettes, ça va faire des bonds dans l'eau pour marquer ses territoires. Le touriste se met à faire des pirouettes avec le phoque, puis le phoque, voyant ça, lui marque de plus en plus son territoire. Mais les gens réalisent pas qu'en fait, c'est un comportement de marquage de territoire. Puis le phoque exprime qu'il est chez lui puis qu'il aimerait bien que le plongeur s'en aille. Mais dans les faits, le plongeur comprend l'inverse. Ça arrive vraiment souvent. Stéphanie Pietso a toujours été fascinée par le milieu marin. Après avoir étudié en France et aux États-Unis, elle s'installe finalement en Gaspésie, endroit de prédilection pour observer les mammifères marins. Ce qui me passionne vraiment le plus, c'est toute la dynamique du milieu marin, de voir à quel point tout est interrelié, puis de voir à quel point, justement, le petit bryozoaire va avoir sa place à jouer autant que l'énorme baleine bleue. Puis c'est ça, c'est plus tout l'habitat, tous les mystères qu'on connaît pas encore. Dans le milieu marin, il y a tellement de choses à découvrir. C'est plus, je dirais, ce qui me passionne, c'est plus ce monde-là. Là, t'as comme 12-15 phoques en avant. Il y a 12 à 15 phoques en avant, là. En 2006, Stéphanie s'est jointe à l'équipe du ROM, le réseau d'observation des mammifères marins, où elle travaille en tant que biologiste à la protection et à la conservation des baleines et des phoques du Saint-Laurent. Dans les faits, au départ, le réseau d'observateurs mammifères marins, c'était juste un projet qui consistait à réunir plusieurs personnes pour observer les mammifères marins. Parce que des personnes, déjà acteurs du milieu, s'inquiétaient de la problématique des mammifères marins en fonction de l'achalandage touristique qu'il pouvait y avoir, puis de l'augmentation de l'activité humaine sur le Saint-Laurent. À partir de là, on a développé différents projets de recherche, différents projets d'éducation, sensibilisation sur les mammifères marins. Parce qu'il y a un phoque juste là. Je suis suivie. Non, il est là, sous le kayak. Ce qu'on veut, c'est caractériser les activités d'observation en mer. Les activités d'observation en mer, dans les faits, c'est toutes les croisiéristes aux baleines, les kayakistes, les plongeurs, qui vont voir un petit peu la vie marine. Ce qu'on veut voir de ces acteurs-là, c'est comment ils interagissent sur l'eau avec les mammifères marins. Parmi les espèces de mammifères marins présentes dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, le phoque commun, par ses comportements et ses habitudes de vie, est particulièrement exposé au contact avec les humains, ce qui le rend vulnérable. Dans la région, ici, on retrouve 4 espèces de phoques principalement. On va retrouver le phoque commun, phoque gris, phoque à capuchon, phoque du Groenland. Le phoque commun, lui, c'est une plus petite espèce qu'on va retrouver dans la région. Puis, c'est l'espèce qui a aussi la plus petite population. On compte seulement 15 à 24 000 phoques communs dans le Saint-Laurent. Il se reproduit principalement sur les côtes. Fait que c'est pas la même dynamique du tout que pour les autres espèces. C'est vraiment le seul qui est côtier, qui se reproduit en période estivale. Sur les rives du Saint-Laurent, il existe plusieurs échoueries où les phoques communs se regroupent en colonies au printemps et à l'été pour donner naissance à leurs petits, se reposer et se reproduire. On s'est rendu compte que sur les échoueries de reproduction, justement, de phoques communs de Petit-Gaspé, on avait beaucoup d'achalandage de personnes qui venaient soit à pied, soit en kayak, soit en plongée, soit en bateau. Et qu'on s'est demandé jusqu'à quel point ces fréquentations-là pouvaient avoir une incidence sur la reproduction à court terme et à long terme du phoque commun. À partir de là, j'ai approché Gwenaël Beauplet de l'Université Laval, puis on a voulu essayer de monter un projet en commun, justement, lui, d'un point de vue scientifique.
Puis nous autres, plus d'un point de vue conservation, pour justement essayer de mettre des mesures en place pour protéger cette échouerie-là. Gwenaël Beauplet est biologiste et professeur au département de biologie de l'Université Laval. Depuis 2008, il a mis en place un programme de recherche à long terme sur les phoques communs du Saint-Laurent. Il y a eu toute une évolution en fait, de la population du phoque commun dans l'histoire au Canada et au Québec. Particulièrement, cette espèce en fait, est interdite de chasse depuis 1975. C'est la seule espèce de phoque qui est interdite de chasse au Canada. Comme ils ne sont pas chassés, on avait très peu d'informations sur le statut de cette population. Très peu d'études ont été réalisées à ce jour sur le phoque commun parce que cette espèce se retrouve en moins grand nombre que la plupart des autres espèces de phoques. Par le fait même, son impact sur les populations de poissons commerciaux est très faible. C'est pour mieux documenter l'état de la population dans l'estuaire du Saint-Laurent qu'entre le mois de mai et le mois de juillet, Gwenaël et son équipe effectuent le marquage des bébés de l'année. Pour trouver les animaux, on les marque avec un petit chapeau sur la tête. Ce chapeau est numéroté et donc ça nous permet de mieux les repérer dans l'eau. Certains phoques sont aussi équipés d'émetteurs à très haute fréquence et d'enregistreurs de plongée collés sur leur peau. Sans danger pour les animaux, ces appareils permettent de les repérer plus facilement et de récupérer des données importantes pour les suivis de croissance. Donc ce qu'on veut individuellement, c'est le 39, le 8 et le 25, c'est ça? Kit 5. Au total, on doit avoir une bonne quinzaine d'enregistreurs de plongée là, qui sont posés sur des animaux. Certains qu'il faut qu'on récupère et puis d'autres qu'on va encore laisser un petit moment. Se lancer à la poursuite d'un phoque demande beaucoup de dextérité et de prudence. À l'approche du bateau, les phoques vont se cacher à travers les récifs, ce qui complique grandement la tâche du pilote. Pendant que Gwenaël Beauplet et son équipe recherchent les bébés phoques dans les eaux entourant les îles du Bic, à environ 300 km de là, Stéphanie Pietso profite de la marée basse pour se rendre à l'échouerie de Petit-Gaspé. Elle est accompagnée de Ré Couture, une étudiante de Gwenaël qui participe au projet d'études. Il faut qu'on couvre toute l'échouerie en dedans d'une demi-heure avant que la marée remonte. Parce qu'une fois que la marée va remonter, on risque d'être pris dans les roches. Puis il ne faut pas non plus qu'on ait de touristes sur l'échouerie à ce moment-là, parce que sinon, toutes les phoques retournent à l'eau puis on ne peut pas compter nos individus. Il ne faut pas qu'on ait de bateaux de plongée ni de kayak autour, parce que c'est le même processus. Si les phoques retournent à l'eau, on ne peut pas nécessairement bien les compter. Et là, la fenêtre idéale, c'est d'avoir du beau temps, pas de vagues, marée basse, pas de monde sur l'échouerie, puis on peut faire notre comptage correctement comme aujourd'hui. Bien, on a commencé à 13h41. Merci. La majorité du travail de Ré, ça va être faire le suivi des comportements pour tout ce qui est focal. Elle va s'asseoir sur une roche pendant, mettons, 4 heures de temps, puis elle va observer tous les comportements de phoques, comportements réguliers. Ou alors, s'il y a une introduction d'humains, elle va observer la réaction des phoques versus l'approche de l'humain. Son autre travail, ça va être aussi de faire les comptages. L'idée des comptages de phoques, c'est d'une année sur l'autre de pouvoir comparer le nombre de phoques qu'on va avoir sur l'échouerie. C'est un petit peu d'essayer de voir ces tendances. Est-ce qu'on est en période d'augmentation? Est-ce qu'on est dans un cycle de déclin sur cette échouerie-là?
Le phoque commun réside à l'année dans l'estuaire du Saint-Laurent. C'est une des raisons qui rend son étude si intéressante. Pour le biologiste Mike Hamill, le phoque commun, tout comme le beluga, est un excellent bioindicateur de la santé du Saint-Laurent, parce qu'il peut vivre jusqu'à 30 ans et qu'il se situe en haut de la chaîne alimentaire. Le phoque commun, c'est un résident. Il est ici pendant toute l'année. Donc, tous les contaminants ou la nourriture, il va prendre d'ici. Donc, ça nous donne une indication de qu'est-ce qu'il y en a dans le système ici. L'autre chose, il y a des phoques communs partout au Canada. Ça veut dire qu'il y en a sur la côte ouest, il y en a sur la côte est. Donc, si on veut comparer avec les autres populations pour dire est-ce qu'ils sont plus pollués ou moins pollués, on peut faire les comparaisons avec les autres populations. Une des particularités du phoque commun, c'est que dès sa naissance, le chiot peut nager. Contrairement aux autres espèces de phoques qui font leur entrée dans l'eau seulement après le sevrage. Évidemment, dans notre travail, c'est de minimiser un maximum notre impact. Donc, par exemple, on ne va jamais sortir 2 jours de suite sur la colonie. C'est quelque chose qu'on ne fait pas pour justement les laisser un petit peu se reposer. Quand on capture un petit, on fait attention à ce que la capture ne dure pas plus de 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, il peut y avoir un danger d'abandon, particulièrement dans la première semaine. Donc là, il faut vraiment faire très très attention pour ne pas perturber le couple mère-petit. 1.0. Il est beau aussi, lui, hein? On étudie particulièrement les chiots parce que justement, c'est une période qui est très critique dans la vie de l'animal. C'est là, en fait, qu'il va accumuler ses réserves pendant 4 semaines. Hein, ces animaux-là, les chiots, naissent autour de 10 kilos. Et puis ils vont être sevrés autour de 25-30 kilos. 28.0. Donc ça veut dire qu'en 4 semaines, ces chiots prennent entre 20 et 25 kilos, ce qui est une masse considérable. Mais c'est vraiment important parce que c'est cette masse-là, c'est cette réserve de graisse qui va leur permettre de survivre dans les 6 mois, dans l'année qui suit leur sevrage, pendant leur phase juvénile. Tu vas retourner à l'eau, toi ? C'est ça qui est vraiment crucial, c'est comprendre comment les animaux grandissent et puis après être capable de dire par rapport à tel taux de croissance, lui, il a tant de chances de survie pour l'avenir. Donc il a tant de chances d'arriver à l'âge adulte, il a tant de chances donc de participer à la population future et de produire lui-même à son tour des petits pour la pérennité de la population du Saint-Laurent. La mère va retrouver son petit là. Pendant que Ray Couture poursuit le comptage des phoques sur l'échouerie de Petit-Gaspé, Stéphanie profite de la marée basse pour ramasser des excréments de phoques qui seront par la suite analysés. L'idée de ramasser les excréments, c'est de pouvoir mesurer dans les excréments la sécrétion d'une hormone qui est l'hormone corticoïde, puis qui permet de voir dans les faits le taux de stress chez les individus. Fait que ce qu'on veut mesurer avec ça, c'est essayer de voir justement si les individus qui sont exposés sur l'échouerie à l'être humain sont plus stressés que sur une échouerie où ils ne sont pas exposés à l'être humain. Pour ça, on échantillonne aussi sur une autre échouerie, l'échouerie témoin, où là, on n'a pas de présence humaine du tout. Fait qu'en prenant les 2 sites comme échantillon, on va pouvoir comparer, voir si en effet, sur l'échouerie exposée à l'humain, on a plus de stress ou non des animaux que ceux qui ne le sont pas. On a fait un beau comptage. On a réussi à compter une centaine d'individus sur la portion qu'on a comptée, avec à peu près 25-30 chiots, fait que c'est une bonne moyenne. Puis on a réussi à collecter 5 excréments. Fait que ça, c'est très bon. À date, c'est le meilleur score qu'on a eu. Fait que c'est des bons nombres d'échantillons, c'est une bonne chose. On est content de notre comptage aujourd'hui. Même si la population de phoques communs de l'estuaire du Saint-Laurent n'est pas menacée, certains intervenants du milieu la considèrent tout de même comme fragile. Plusieurs facteurs, entre autres le braconnage, les collisions avec les navires et le dérangement sur les sites d'échouerie, menacent son intégrité.
Deux jours plus tard, Gwenaël Beauplet profite de la marée basse pour effectuer une autre sortie vers les îles du Bic. Mike Hamill, qui a procédé pendant plusieurs années au marquage des phoques communs, collabore avec Gwenaël sur ce projet d'étude. Donne-moi le pesant, oui, merci. Salut Le Mike. pesant, salut, ça va bien? Puis, c'est quoi le bilan pour les animaux? Au niveau naissance, ça se passe plutôt bien. On en a 50% de plus que l'année dernière. L'année dernière, on avait 60-70 naissances. Cette année, on est plutôt à la centaine de Une naissances. centaine? Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la population a augmenté. Puis c'est augmenté dans une façon assez importante. Ici, avec le travail qu'on a fait, il y a des années, on a capturé comme une trentaine, une quarantaine par année. Puis cette année, Gwen, il parlait de capturer une centaine. Donc ça veut dire que la population a augmenté beaucoup depuis les dernières années. Hey, il est là-bas! Il faut savoir qu'en 1975, la population était très réduite. On parle de 400 animaux sur tout l'estuaire, là. Donc maintenant, là, ce nombre-là, c'est déjà uniquement à l'île du Bic. 93. Mais il va falloir encore attendre un petit peu pour avoir des résultats plus précis sur le nombre et l'abondance de ces animaux au Bic, mais aussi sur tout l'estuaire. Ah, il est plus maigre, lui, par contre. Ouais, 22,5. 23,0, pardon. Certains résultats des études actuelles ne seront pas disponibles avant quelques années. Mais les données recueillies à ce jour fournissent déjà des renseignements précieux sur la santé de la population de phoques communs de l'estuaire. Les niveaux de BPC sont assez élevés dans la population ici, dans l'estuaire. Au début, on voulait comparer le phoque avec le beluga pour voir si on peut utiliser le phoque comme un modèle, mais avec le temps, on apprend que probablement les phoques ils peuvent digérer ou métaboliser les contaminants dans une façon différente que les belugas. Donc, c'est peut-être pas un bon modèle dans ce sens. Donc, c'est plus juste regarder le niveau contaminant pour la population ici. Le niveau de BPC est plus élevé, mais si on va comparer avec les phoques dans l'ouest du Canada, le niveau de dioxine est moins élevé. Donc, ils sont plus contaminés dans un sens, mais moins contaminés dans un autre sens. Sa mère, il est pas... Dans le but de protéger les chouris de Petit-Gaspé, plusieurs intervenants du milieu se sont regroupés afin de mieux encadrer les activités humaines pouvant avoir un impact sur les mammifères et leurs habitats. On a décidé de mettre en place une table de concertation sur laquelle on est plusieurs à travailler autour de la gestion justement des chouris de Petit-Gaspé parce qu'on ne voudrait pas qu'elles soient détruites ou détériorées à cause de la présence humaine. Certains phoques sont très curieux puis veulent essayer, sont très téméraires envers les plongeurs, veulent tester un petit peu le matériel, veulent voir ce que c'est que des palmes, veulent voir ce que c'est qu'un plongeur, vont avoir tendance à mordiller un petit peu tous les équipements pour voir ce que c'est puis à quoi ça ressemble. Là où est le problème, c'est qu'on va avoir une habituation aussi à l'humain. Les petits sont de moins en moins craintifs, puis par curiosité vont voir les plongeurs. Mais logiquement, un phoque, dans sa vraie vie, doit s'affairer à ses fonctions biologiques primaires. Il ne doit pas s'affairer à des plongeurs qui n'ont rien à voir dans son cycle biologique normal. Fait que c'est comme une perte de temps puis une perte d'énergie chez le jeune phoque qui va naître. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la population puisse continuer à se reproduire sans décliner. L'idée, c'est plus de chercher des solutions pour pouvoir peut-être bénéficier des chouris sans créer de dérangement. Par exemple, mettre un belvédère peut-être en hauteur où les gens pourront venir observer, mais sans marcher directement sur les chouris.
Peut-être en kayak, venir observer, mais garder une distance, puis observer avec des jumelles à distance pour étudier les comportements, etc. Depuis qu'elle travaille dans le milieu de la conservation, Stéphanie Pietso a pu constater une certaine évolution des mentalités des différents intervenants. Les efforts de sensibilisation ont été bénéfiques, même s'il reste encore de la place pour l'amélioration. Les personnes sont de plus en plus conscientes qu'il y a une problématique environnementale, puis sont aussi conscientes que si on va observer dans la nature, on est dans la nature, on n'est pas dans un aquarium, puis l'idée, c'est de respecter l'animal qui est sur son territoire. Puis, étant donné que le public est conscient de ça, il y a de plus en plus de dénonciations aussi, il y a de plus en plus de sensibilisation populaire, je dirais, puis les responsables de croisières le sentent aussi, fait qu'eux autres cherchent à emmener leur croisière vers des produits plus verts, puis ils se rendent compte qu'en vendant un produit plus vert, puis plus respectueux, ils vont accrocher une nouvelle clientèle. Quand j'ai commencé en biologie, je pensais pas du tout à l'incidence que pouvait avoir l'humain sur le milieu. Je dirais que c'est beaucoup le projet de caractérisation des activités en mer, justement, qui a commencé à me faire réaliser qu'éventuellement, l'humain, par ses activités, pouvait avoir une incidence importante sur la vie de telle espèce. En évoluant, je me rends compte que c'est pas tant les animaux qui m'intéressent en tant que tels, c'est plus l'ensemble, l'écosystème, etc. On se rend compte que c'est bien beau vouloir protéger un animal, mais ça sert à rien si on protège pas son habitat.